Et si je vous disais qu'il existe dans le monde des personnes qui sont extrêmement douées en cryptographie, extrêmement douées en informatique, qui emploient leur talent pour fournir au monde des jeux craqués tels que Dora et les Princesses des Neiges. Et gratuitement en plus. Ces gens qu'on appelle pirates, hackers, crackers ou encore groupes de Warez, eux préfèrent appeler leur monde la scène. Une scène où l'argent n'a pas de valeur et où seul compte le skill, la capacité à faire tomber les dernières protections logicielles afin de fournir au monde les derniers films, jeux, etc. Une scène qu'a abandonné notre protagoniste du jour, la seule hackeuse encore capable de faire tomber les protections mises en place par des entreprises multimilliardaires, j'ai nommé Empress. Et j'ai très envie de vous raconter l'histoire d'Empress, mais il faut d'abord installer le décor. Donc je vais débuter l'histoire un poil avant l'arrivée d'Empress, juste avant l'invention d'Internet. The computer technology has been moving in a way that nothing else people have ever known has moved. Internet, ce n'est ni plus ni moins qu'un réseau de serveurs, le mot-clé étant réseau. Mais avant qu'on trouve le moyen de connecter plusieurs serveurs entre eux sans faire exploser les factures téléphoniques, il existait les Bulletin Board Systems, ou BBS. Des serveurs individuels hébergés par un ou plusieurs passionnés auxquels on pouvait se connecter pour jouer, échanger des messages et bien sûr des fichiers. Et évidemment, les gens en ont partagé des fichiers, donc bien sûr des musiques, films et aussi des jeux. Comme vous vous en doutez, ils ne se sont pas souciés du droit d'auteur, d'Adopi ou je ne sais quoi. C'était la fin des années 70, Star Wars venait à peine de sortir. Le mur de Berlin n'allait tomber que 11 ans plus tard. Qui allait perdre son temps à aller embêter des jeunes qui partageaient des fichiers entre eux alors que le monde vivait les derniers instants de la guerre froide? Eh bien, personne. Et comme Bartholomew Roberts qui a tenté de structurer les pirates avec son fameux code des pirates, les membres de ces BBS qu'on appelait crackers ou hackers ont commencé à formuler une certaine idéologie anticapitaliste. Ils s'opposent clairement aux méthodes de restriction mises en place par les grandes entreprises et particulièrement au copyright. Bientôt, ils se dotent même d'une mission, permettre à tous ceux qui n'en ont pas les moyens financiers ou logistiques d'accéder aux biens digitaux. Et pour mener à bien leur mission, ils font comme toute entreprise qui vise l'excellence et l'efficacité. De l'évasion fiscale ? Non! Ils s'organisent. Chaque groupe de hackers a un ou plusieurs fournisseurs. Ces derniers obtiennent les dernières versions des logiciels, films, etc., si possible avant leur sortie officielle, et les fournissent ensuite au groupe. Les crackers s'emploient ensuite à comprendre le mécanisme de protection qui accompagne ces logiciels-là et à le casser. Une fois que c'est fait, la version craquée s'appelle une release et il est ensuite chargé vers un BBS. Sauf qu'il y a un souci. La connexion à un BBS passe par une ligne téléphonique, donc se connecter à un BBS qui se trouve dans une ville à côté, ça va encore niveau coût, mais chaque BBS est isolé des autres, donc se connecter à un BBS qui se trouve à l'autre bout du monde, eh bien ça coûte prohibitivement cher. Les crackers confiaient donc le release à des couriers, un réseau de messagers qui se chargeait ensuite de les relayer de BBS en BBS jusqu'à couvrir le réseau mondial. C'était un système laborieux, notamment à cause des limitations techniques des BBS. Mais on arrive au moment où... Bienvenue sur Internet. Internet est là! À présent, tous les groupes de Warez sont connectés et peuvent partager le release presque partout dans le monde. Pour cela, ils utilisent des protocoles qui ont été développés spécifiquement pour Internet, notamment le FTP, puis son évolution le FXP qui permettent de transférer rapidement un volume important de fichiers, l'IRC pour communiquer, qui est un peu l'ancêtre de TeamSpeak ou de Discord, et le HTTP, que vous utilisez en ce moment, de préférence avec un petit S. Tout se passe donc très bien dans la baie des pirates. On peut échanger des fichiers un peu partout dans le monde, et on a l'infrastructure et les technologies résilientes pour le faire. Mais c'est illégal. On peut avoir un avis différent, on peut critiquer la moralité et l'utilité du copyright, je l'ai moi-même fait subtilement par le passé sur cette chaîne, mais il n'en reste pas moins que dans 99% des pays sur cette terre, copier-coller une musique pour la partager à son cousin, c'est illégal. Et justement, Internet ayant simplifié et popularisé le piratage, pour la première fois, les ayants droit en ont vraiment quelque chose à faire. On ne parle pas de Nintendo qui mettait quelques puces dans ses cartouches. On ne parle pas non plus des éditeurs de jeux et de logiciels de PC qui cachaient quelques fichiers de protection très profonds dans l'arborescence de leur dossier d'installation. On parle d'un déploiement de moyens tellement massif qu'il est d'habitude réservé pour des opérations de démantèlement de réseaux de narcotrafiquants ou encore de choses beaucoup plus sombres. Prenez l'opération Buccaneer par exemple, qui débute fin 2000. Une vingtaine d'agences gouvernementales se coordonnent pour lancer une enquête qui aboutira à l'arrestation d'une 60aine de personnes qui dirigeaient un réseau de partage de fichiers comme des jeux, des logiciels, des films. Un déploiement énorme de moyens pour cibler un site qui n'était même pas le plus gros à son époque. S'en sont suivies d'autres opérations de plus ou moins grande envergure et qui en effet permis d'écrouer tous les pirates du net, de repérer leurs serveurs et de percer leurs disques durs, mettant ainsi fin à toute forme de piratage sur Internet. C'est faux, bien entendu, ça n'a presque rien changé. Je dis presque parce que forcément, les groupes de Warriors n'ont pas envie de finir en prison, donc ils vont augmenter leur niveau de sécurité, ils vont encore mieux protéger leur anonymat, et surtout, ils vont restreindre l'accès à leur release. Certains vont même changer d'idéologie pour dire « Alors oui, c'est vrai qu'on craque les jeux vidéo, mais c'est pour le sport, c'est pas pour qu'on vous les piratier.
Donc, notre organigramme assez simple du temps des BBS devient un poil plus complexe. Et en même temps que la pression légale augmente, les éditeurs vont aussi muscler leur méthode de défense. Par exemple, en rajoutant des pistes de données obfusquées dans les CD. Et une fois que les CD avaient disparu, on a eu droit aux clés d'activation, aux activations en ligne, ou plus modernes, les DRM, des logiciels dans le logiciel qui sont censés garantir son chiffrement et donc empêcher sa copie. Des restrictions tout à fait légitimes du point de vue des éditeurs qui se plaignent que le piratage impacte leurs ventes, encore que... mais des restrictions qui impactent surtout ceux qui ont payé leur jeu. Ralentissement, perte FPS ou encore bannissement par les logiciels d'anti-cheat, les DRM impactent finalement surtout la population payante. Parce que les hackers, ils les retirent les DRM, ce qui fait qu'on se retrouve avec une version craquée plus performante que l'original. Et puis les DRM introduisent aussi une certaine forme d'obsolescence dans le jeu vidéo. Comment je fais si j'ai acheté un jeu qui a besoin d'une activation en ligne, mais que l'éditeur a fermé les serveurs d'activation sous contrainte financière? Et bien résultat, le jeu que j'ai payé 60, 30 ou même juste 5 €, je ne peux plus y jouer et donc je ne suis vraiment pas content. Par exemple, une jeune fille au pseudo de C505 a vécu cette exacte même situation en essayant de jouer à Test Drive Limited 2. Le studio ayant fermé ses portes, l'éditeur a éteint les serveurs d'activation. Résultat, C505 ne pouvait plus légalement faire vroom vroom sur son jeu. Et pour bien verrouiller le tout et empêcher définitivement le piratage de leur jeu, l'industrie du jeu vidéo va concocter un nouveau DRM. Encore plus sécurisé, encore plus taxant pour les machines, encore plus vicieux. De nouveau, c'est le boss final des DRM. C'est un Mugenjo de protection, d'obfuscation et de chiffrement dynamique. De nouveau se veut tellement imprévisible et incraquable qu'il continue à générer du code pendant l'exécution du jeu pour faire tourner le jeu. Puis il supprime ce code dès que le jeu n'en a plus besoin, juste pour éviter que les hackers aient le temps de le récupérer et de l'étudier. Les premières versions de nouveau étaient déjà un step au-dessus des autres DRM, mais c'était encore prenable. Mais au fur et à mesure qu'il s'améliorait, de nouveau devenait de plus en plus complexe, de plus en plus vicieux. Pour simplifier, même si deux jeux utilisent la même version de nouveau, il se peut qu'ils l'implémentent différemment, des fois même en combinaison avec d'autres DRM encore. Ce qui fait que la connaissance obtenue en craquant l'un des deux jeux n'est pas immédiatement transférable pour craquer le second. Et aujourd'hui, la complexité de nouveau est telle que plusieurs groupes de Warez ont tout simplement baissé les bras. Et ça se comprend. Ça se comprend parce que pourquoi s'embêter à fournir des mois de réflexion et d'efforts mental pour craquer un seul jeu, alors qu'on pourrait continuer à craquer tous les autres jeux qui n'implémentent pas de nouveau, parce que de nouveau est relativement cher à implémenter, offrant ainsi plus de jeux à la communauté. Avec les ressources limitées des groupes de Warez et l'illégalité qui caractérise leur activité, s'entêter à vouloir craquer de nouveau est tout simplement déraisonnable. Mais pas impossible. Et si la tâche est d'une difficulté déraisonnable, alors il faut juste quelqu'un de déraisonnable pour l'effectuer. Vous vous rappelez de Test Drive Limited 2? Eh bien si seulement Atari, qui était l'éditeur du jeu, n'avait pas désactivé ses serveurs d'activation, ils auraient peut-être évité à l'industrie du jeu vidéo l'avènement de ce qui est aujourd'hui encore la seule hackeuse capable de craquer leur protection ultra complexe. Parce que après sa déconvenue avec la version légale de Test Drive Limited 2, C505 a dû télécharger une version craquée par le groupe Prophet. Mais à présent qu'elle avait découvert le monde des Warez, il y avait autre chose qui la dérangeait. Pour elle comme pour plusieurs, le jeu vidéo c'est bien plus qu'un simple divertissement. C'est une véritable échappatoire d'une vie difficile. Et il trouve que la manière avec laquelle les groupes de Warez traitent le release de jeux vidéo ne leur rend absolument pas justice. D'après elle, il publie des versions qui sont parfois buggées, il n'assure pas le suivi avec des patchs et des mises à jour, et surtout, elle se demande à quoi sert ce prétendu anonymat. Et on serait tenté de ranger C505 avec tous les rageux qui critiquent sur internet, mais à la différence des autres, C505 a bougé son petit doigt. Elle s'est retroussé les manches et a commencé elle-même à craquer les jeux, et il faut l'avouer, elle n'a pas choisi le plus simple parce qu'elle s'est spécialisée dans le DRM le plus complexe du jeu vidéo, de nouveau. Et son succès a été tel qu'aujourd'hui, son nom de scène est connu et craint de tous les éditeurs de jeux vidéo, et vous le connaissez sûrement. Évidemment, je parle d'Empress, et s'il n'a pas toujours été la seule, aujourd'hui, c'est la dernière qui arrive encore à casser les protections posées par les plus gros studios sur leurs jeux AAA. Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Far Cry 6, Hogwarts Legacy et plus récemment Resident Evil 4 Remake se sont tous fait craquer par Empress. Mais vous aurez remarqué que les jeux continuent de sortir avec de nouveau, malgré l'impact sur la performance, malgré le coût d'implémentation, malgré la couverture médiatique qui peut être un petit peu houleuse. Alors pourquoi? D'un côté, parce que Empress est seul face à toute une industrie, donc il aura beau enchaîner les nuits blanches et les tasses de café, au final, elle n'a que 24 heures par jour face à une industrie qui est en crunch quasi permanent, malheureusement. Il n'y a même pas match. Par exemple, en 2022, sur les 36 jeux qui sont sortis avec de nouveau, eh bien, Empress n'en a pu craquer qu'un seul. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que Empress ne perpétuerait pas un peu la philosophie de partage et d'entraide des groupes de Warez en prenant sous son aile un groupe de petits hackers en leur apprenant comment craquer des jeux avec de nouveau? Eh bien, parce que Empress ne fait rien comme les autres, et ce n'est pas franchement un compliment. Et il est déjà passé par un célèbre groupe de Warez, Codex, et ça s'est très mal fini. Il insulte aussi plus ou moins régulièrement d'autres éminents membres de la scène, les accusant des fois de redistribuer illégalement son travail.
ironie. Mais à mon avis, la vraie raison, c'est la thune. Parce que Empress s'est créé son propre modèle économique. Souvenez-vous, les groupes de Juarez ne demandent jamais, par principe, de rétribution financière. Ils font ça pour le sport. Mais ce n'est pas le cas d'Empress, qui lance régulièrement des petits appels aux dons, des petites cagnottes litchi pour récupérer de l'argent et donc continuer à craquer des jeux. Donc pour 500$, elle peut tenter de craquer le jeu de votre choix. Tentez. Parce que du côté d'Empress, former des gens à craquer de niveau reviendrait de facto à abandonner son monopole économique. Et donc directement mettre en danger son gagne-pain. Et je l'ai déjà évoqué rapidement, Empress a une image public déplorable. Le fait d'avoir une communauté qui est en dèche de jeu et qui l'idolâtre H24 lui a clairement fait prendre la grosse tête. Et dans le cas d'Empress, la grosse tête d'une personne qui est de base mégalomane, ça donne des crises d'insultes, des attaques sur les minorités, et j'en passe. Bref, aujourd'hui le monde du piratage de jeux vidéo est clairement dans une impasse. Peut-être que Denuvo a en fait déjà gagné la bataille. Peut-être que les AAA seront bientôt suivis d'autres productions moins importantes, jusqu'à ce que Denuvo ait inondé tout le marché. Et pendant qu'on se pose ces questions, la liste des jeux avec Denuvo sans crack continue de s'allonger perpétuellement. Bref, à la prochaine.